Bonjour, le poste des actualités du monde. À la une de l'actualité, la colère des familles des otages israéliens retenus par le Hamas à Gaza. Ce matin, elles ont bloqué une autoroute à Tel Aviv, selon le Jérusalem Post. Les précisions dès le début de ce journal. Deux avions transportant 190 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis ont atterri lundi soir à Caracas. Le président Nicolás Maduro espère un nouveau départ dans les relations avec Washington. Enfin, à l'occasion du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui se déroule en ce moment à Paris, nous découvrirons un documentaire percutant, Les sacrifiés de l'IA, qui sera diffusé ce soir sur France 2. Son réalisateur Henri Poulain est l'invité de cette édition. Donald Trump promet un véritable enfer si le Hamas ne libère pas tous les otages israéliens d'ici samedi, après les menaces du mouvement islamiste de reporter l'échéance. Lundi, le Hamas a assuré que la porte restait ouverte à condition qu'Israël respecte ses obligations. Les familles des otages israéliens ont bloqué ce matin une autoroute à Tel Aviv pour réclamer le respect du cessez-le-feu à Benyamin Netanyahou. Grégory Fontana. Rassemblement spontané ce matin sur l'autoroute qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Nouvelle mobilisation de ces familles d'otages pour exprimer leur exaspération, comme hier lors de cette manifestation où ils reprochent au gouvernement de Benyamin Netanyahou de saboter l'accord de cessez-le-feu et de mettre en péril la vie des otages restants. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je ressens de la rage, je ressens de la colère. Je me sens trahi par mon propre gouvernement qui, en fait, laisse cette affaire d'otages durer si longtemps. Chaque jour est crucial pour les sauver. Inquiétude au moment où la trêve semble plus que jamais fragilisée. Israël et le Hamas s'accusant mutuellement de ne pas respecter les accords conclus. Le Hamas faisant même planer la menace de reporter les prochaines libérations d'otages initialement prévues pour samedi. Depuis Washington, le locataire de la Maison-Blanche lance un ultimatum sans équivoque. Je dirais qu'ils doivent être rendus à 12 h samedi. Et s'ils ne sont pas rendus, tous, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1, et 3 et 4 et 2, samedi à 12 h, je dirais que l'enfer va se déchaîner. Conséquence immédiate sur le terrain, l'armée israélienne a remonté hier son niveau d'alerte, annulé les congés des soldats et déployé des renforts à la frontière de Gaza. Pour le Hamas, ces menaces restent sans valeur et ne font que compliquer la situation quand la population gazaoui se demande ce qui peut lui arriver de pire. Donald Trump a dit que si le Hamas ne libère pas les otages à temps, Gaza deviendrait un enfer. Qu'est-ce que c'est? Pire que ce que nous avons déjà? Pire que tuer? Les destructions, toutes les pratiques et les crimes humains qui ont eu lieu dans la bande de Gaza ne se sont produits nulle part ailleurs dans le monde. Parce qu'il faut à tout prix éviter une reprise des hostilités à Gaza, synonyme d'une immense tragédie selon les termes utilisés, le secrétaire général des Nations Unies appelle le Hamas à poursuivre la libération des otages. Nouvel épisode dans la guerre commerciale promise par Donald Trump. Le président américain a signé lundi des décrets imposant des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Ils vont s'appliquer à partir du 12 mars. Ces droits douaniers risquent d'affecter les principaux partenaires commerciaux de Washington, comme le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis. Le Premier ministre canadien vient tout juste de réagir. Justin Trudeau promet une réponse ferme et claire de son pays. Un premier groupe de ressortissants vénézuéliens expulsés des États-Unis a atterri lundi soir à l'aéroport de Mequetia au nord de Caracas. Un rapatriement qualifié de pas favorable et positif par le président Nicolás Maduro qui espère un nouveau départ entre les deux pays. Anne-Sophie Pirey. Ils étaient attendus depuis plusieurs jours. Les avions de la compagnie Consavia ont atterri à l'aéroport de la Maiqueta hier soir, au nord de Caracas. À bord du premier avion, près de 95 Vénézuéliens expulsés des États-Unis et accueillis sur le tarmac par le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello. Nous sommes prêts à envoyer ces avions quand ils le souhaitent. Pour l'instant, il n'y a que des hommes qui sont arrivés. Un deuxième avion s'est posé peu après. En tout, près de 190 migrants, rapatriés selon la terminologie officielle, sont arrivés au Venezuela. Certains sont sortis les deux bras levés en signe de célébration. Ces vols de retour sont les premiers depuis la visite d'un émissaire américain au Venezuela le mois dernier.
Alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2019, Nicolás Maduro espère que ce rapatriement est un premier pas vers un apaisement avec Washington. Le président vénézuélien s'est adressé à ses compatriotes partis en exil. Je le répète, chaque pas doit nous aider à en faire un autre. Ainsi, je dis à nos migrants là-bas, votre patrie vous attend avec amour pour que vous puissiez ramener les expériences et les leçons que vous avez apprises dans le monde. Donald Trump a promis de mener la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Depuis son arrivée au pouvoir, environ 600 000 Vénézuéliens se sont vus retirer leur statut de protection temporaire contre l'expulsion. Dans l'actualité aussi, plusieurs séismes dont le plus fort de magnitude 5,3 ont de nouveau secoué l'île grecque de Santorin et sa voisine Amorgos. Depuis le début du mois, 11 000 personnes ont dû quitter Santorin. Les précisions d'Anne-Sophie Pierry. L'état d'urgence ne les aura pas découragés. Ce couple de touristes arrivés vendredi sur cette île des Cyclades en Grèce semble même profiter de l'absence assez inhabituelle de visiteurs. L'île est presque vide, mais nous aimons être ici. Oui, nous avons ressenti un tremblement de terre la nuit dernière. Ma femme a eu très peur, mais ce n'est pas grave, tout va bien. Depuis le 26 janvier dernier, l'île grecque de Santorin et sa voisine Amorgos sont secouées par des tremblements de terre incessants. Plus de 12 000 secousses ont été enregistrées. Aucun dégât humain ni matériel n'ont été signalés, mais plus de 11 000 résidents et travailleurs ont été évacués. L'armée a été déployée et les écoles fermées jusqu'à vendredi. La Grèce est l'un des pays d'Europe les plus exposés aux tremblements de terre. Mais les récentes secousses sont d'une ampleur sans précédent. Elles ravivent à Santorin un souvenir douloureux dont se rappelle Yanis Renieris, 92 ans. Un séisme il y a près de 7 décennies qui a dévasté une grande partie de l'île et fait 53 victimes. À l'époque, lors du tremblement de terre de 56, si vous saviez ce que les gens ont vécu, il y a eu une énorme vague de poussière, une poussière indescriptible. Les gens criaient « L'autre côté de l'île s'est enfoncé, elle s'est enfoncée !» Ils ne pouvaient pas voir à cause de la poussière. Dans un village voisin, Victoria Roussou, 72 ans, a elle aussi vécu les événements de 1956. Malgré un avenir incertain, ils ont décidé de rester avec son mari Giorgos. Jusqu'à présent, la maison n'a montré aucun signe de dommage, aucune fissure ou quoi que ce soit de ce genre. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons même pas de débris de verre, tout est en place, mais nous avons peur. Bien sûr que nous avons peur. Cette nuit, un séisme d'une magnitude de 5,3 a eu lieu, le plus fort depuis le début de cette séquence sismique. Les scientifiques se veulent rassurants sur la suite, mais estiment que ces secousses pourraient durer encore quelques semaines. On passe à l'actualité en France, deuxième et dernier jour du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, où sont arrivés ce matin au Grand Palais dirigeants de la tech et plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et l'on retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Florent Krebseg, qui suit pour nous ce sommet sur l'intelligence artificielle. Bonjour Florent, qu'est-ce qui s'est dit ce matin ? Bonjour Pascal, eh bien il y a des choses à retenir, notamment que c'est l'Inde qui organisera le prochain sommet consacré à l'intelligence artificielle. Le Premier ministre Narendra Modi a par ailleurs annoncé la création d'une fondation liée à l'intelligence artificielle et un conseil pour une IA durable. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un engagement à hauteur de 50 milliards d'euros, un engagement de l'Union européenne qui vient de s'ajouter aux 150 milliards décidés par de grands groupes européens, 60 sociétés en tout, 200 milliards donc venant de l'Europe pour le développement d'une intelligence artificielle fiable. Ce que l'on retient des débats de ce matin et du sommet d'ailleurs en général, c'est le fossé entre les appels à une IA responsable, dans les mots du Premier ministre indien, dans les mots également du secrétaire général des Nations Unies ce matin, et le refus répété, même assumé, de certains politiques, surtout du vice-président américain J.D. Vance et de quelques acteurs de business et technologie, refus répété et assumé de toute forme de régulation dans le domaine de l'intelligence artificielle. En tout cas, le communiqué final de ce sommet joue le consensus, promouvoir l'accessibilité de l'intelligence artificielle pour réduire la fracture numérique.
Et est-ce que les artistes ont eu leur mot à dire, s'emparent de l'IA ? Vous le voyez derrière moi, en contrebas, les écrans ont diffusé durant toute la durée de ce sommet des images absolument étonnantes générées par l'intelligence artificielle. Et il y a un travail qui nous a régalé, toute l'équipe de TV5 Monde, c'est celui de Refik Anadol. Refik Anadol, il est né en Turquie, il travaille aujourd'hui et vit à Los Angeles, il travaille avec des scientifiques. C'est une star de l'intelligence artificielle et du cinéma, enfin de la vidéo générée par l'intelligence artificielle, et aujourd'hui il nous a présenté Machine Hallucination. Vous voyez sans doute les images à côté de moi. Machine Hallucination, c'est eh bien une vidéo générée grâce à la collecte et l'agencement par l'IA de centaines de millions d'images de coraux. Des images de coraux, il est ici question de l'état critique des récifs coralliens et des océans en général. C'est assez inquiétant. Moins inquiétante, l'intervention d'un producteur, chanteur, designer, Pharrell Williams, c'était ce matin, et il est revenu sur les inquiétudes liées à l'IA. Il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter d'une manière un petit peu comique. Regardez, écoutez. Il y a trop de peur autour de tout ça. Et vous savez, il y a eu un truc autour de l'an 2000 aussi. Mais ça va, on a survécu. Vous savez, dans mon pays, il y a ce que vous appelez ici des bibliothèques. Elles sont toujours là, vous pouvez y aller. C'est un bel endroit pour se promener. Vous pouvez y faire des recherches, mais l'IA, c'est la prochaine étape. Merci beaucoup Florent depuis le Grand Palais à Paris. Et au deuxième jour du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris, plongeons à présent dans l'envers du décor avec un documentaire choc, Les Sacrifiés de l'IA, diffusé ce soir sur France 2. Son réalisateur Henri Poulain est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. What is AI? Superintelligence, typically defined as a system that not only performs as well as any human, but exceeds the very best that humanity could achieve. But that is not true. We are talking about humans doing work behind the scenes. Toxic contents, violence, children being molested. Our job is to clean this work for you, to enjoy AI. It kind of led me to depression. That's how it works. Can you take a breath, please? Votre documentaire a pour titre Les Sacrifiés de l'IA. Qui sont ces sacrifiés? Une main-d'œuvre exploitée, notamment des pays du Sud? Ce sont toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la donnée, data workers en anglais, qui en fait annotent, étiquettent, précisent, puis ensuite vérifient et corrigent parfois l'ensemble des datasets qui permettent aux IA, génératifs pour la plupart, donc les grosses IA, de fonctionner. Et ils sont des centaines de millions. Selon la Banque mondiale, il serait entre 150 et 430 millions sur la planète aujourd'hui. Donc en ce moment, avec le sommet à Paris, on parle beaucoup de l'IA comme un outil formidable, révolutionnaire, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi donc un côté obscur de oui, l'IA. Oui, c'est assez étonnant parce que je suis assez attentif au sommet de l'IA depuis 24 heures, un peu de 24 heures aujourd'hui, que je suis d'assez près, et grâce à vous notamment. Mais et il y a quand même un grand axe absent. Enfin, il y a un éléphant dans la pièce que personne ne voit, que personne n'intitule jamais, qui sont ces centaines de millions de travailleurs, très majoritairement dans les pays du Sud global, dans les pays plus pauvres que nous autres occidentaux. Mais on n'en parle jamais, on n'adresse même pas la question. Ils sont absents du récit. Ils sont invisibles, et pour quelle raison? Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose de très contradictoire à promouvoir ces technologies qui sont comme le paroxysme de la modernité, qui serait le prolongement d'un progrès quasi abouti, et un marché du travail d'une brutalité quasi moyenâgeuse, parce qu'on en est là. On est sur des situations sociales où les travailleurs et les travailleuses n'ont pas de droits, sont payés $1 de l'heure, signent des contrats de non-divulgation, des NDA qui les empêchent même de témoigner du travail qu'ils font, et plus encore pour certains d'entre eux qui se trouvent confrontés à des contenus toxiques, contraints pour entraîner, pour alimenter ces IA génératives, d'annoter très précisément des contenus toxiques
d'une brutalité infinie, Est-ce des que vous contenus pouvez nous pédophiles. donner des exemples de contenus toxiques? Alors le film le raconte, elles et eux racontent ce qu'elles ont dû et ce qu'elles doivent annoter. Ce sont des vidéos trouvées parfois sur le dark web ou sur des sites un peu glauques, évidemment infiniment glauques, de torture, de violence, de pédocriminalité. Toutes les horreurs du monde doivent être annotées par ces data workers pour alimenter les IA génératives de manière à ce qu'elles ne produisent pas spontanément elles-mêmes ce type de contenu. Parce que les IA il faut bien comprendre que les IA sont entraînées à faire à imiter le comportement humain, mais également on les empêche d'en imiter d'autres. Donc pour les empêcher, il faut pouvoir les annoter, les identifier et ensuite mettre des freins et des interdits sur ce type de contenu. Je vous propose à présent de regarder un autre extrait de votre documentaire. Ces grandes entreprises savent très bien ce qu'elles nous donnent comme contenu, mais elles font comme si elles ne le savaient pas. Elles savent que si elles nous payent 10 ou 20 euros, on va accepter parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ce travail parce qu'on n'a pas d'argent. Mais elles sont tout à fait au courant des contenus sur lesquels on travaille et des effets qu'ils ont sur nous. Elles sont au courant de ce qu'elles nous font regarder. Même les gens au-dessus, les patrons, ils savent. Et nous, quand on reçoit ces contenus, on se sacrifie. On est sacrifié. C'est un témoignage très fort. Il dénonce des conditions d'apartheid et demande à mettre fin à cela le plus vite possible. Comment en est-on arrivé là? À qui la faute? Les grandes entreprises, les patrons? C'est plurifactoriel. C'est à la fois le prolongement d'une longue histoire de colonisation, et puis renforcé par ces nouvelles idéologies, parce qu'elles sont plurielles, qui irriguent le Palo Alto et la Silicon Valley, et qui consistent finalement à fantasmer un monde ultra technologisé, assez idéalisé, qui se développerait sur des milliers d'années, avec une humanité transformée, et qui justifierait le sacrifice de quelques générations d'individus, à plus forte raison s'ils se trouvent dans le Sud et s'ils sont habitués à être sacrifiés, puisqu'effectivement l'Afrique a cette triste tradition d'être sacrifiée sur l'autel du progrès occidental. Il y a d'ailleurs une personne dans votre documentaire qui dit nous sommes les sacrifiés, l'Afrique et les sacrifiés de l'IA. Nous sommes les sacrifiés de... Oui, l'Afrique, alors il se trouve que c'est malheureusement plus que l'Afrique encore, puisque l'Asie du Sud-Est est concernée, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud également. En fait, c'est juste des rapports de force entre des pays et des États où le droit du travail est absent, où il y a un vrai problème d'accès au travail, des populations qui, bien que diplômées, parfois se retrouvent dans l'incapacité de prolonger une carrière, de trouver un emploi digne, et qui n'ont d'autre choix que d'aller pour subsister, juste gagner quelques dollars par semaine pour travailler pour ces big tech. Autre terme abordé, l'environnement. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur l'environnement? Ils sont considérables et exponentiels. On sait que il y a des chiffres qui émergent très difficilement et qui sont pour la plupart minorés d'ailleurs. Mais là, on sait que Microsoft a reconnu, ainsi que Google, avoir augmenté leurs émissions de CO2 de 30% pour l'un et de 50% pour l'autre. Le Guardian, journal de référence anglais, a révélé que ces chiffres avaient été considérablement minorés. Et on sait aujourd'hui, et donc les dernières annonces d'investissement dans les data centers, le projet Stargate aux États-Unis, les investissements là récents en Europe, quand on parle de 200 milliards d'investissements, c'est pour l'infrastructure. L'infrastructure, c'est les data centers. Et les data centers aujourd'hui sont extrêmement énergivores. Pas simplement d'ailleurs d'énergie fossile ou électrique, mais également d'eau. Il y a une guerre de l'eau très très prononcée dans l'ensemble des endroits où sont installés les data centers. Donc le coût environnemental des IA et de leur développement, qui est encore une fois, il faut imaginer qu'on est au tout début de cette courbe exponentielle qui va se prolonger et augmenter, est absolument considérable. Ce coût est considérable et on n'en a pas encore tout à fait conscience. Merci beaucoup Henri Poulain pour cet entretien. Je rappelle que votre documentaire Les sacrifiés de l'IA sera diffusé ce soir à 22h.
Abonnez-vous pour soutenir la chaîne de Riposte.